J'accueille maintenant Guilherme Massip, qui est conseiller en innovation transition énergétique de la communauté d'agglomération de Pau, Béarn, Pyrénées. Comment une collectivité territoriale focalise son attention sur la rénovation de l'éclairage des lycées et quelle méthodologie met-elle en place? Je vous laisse la parole. Merci, bonjour à tous et à toutes. Alors, la rénovation des bâtiments publics sur les lycées. J'ai voulu faire un focus particulier sur la méthodologie parce que lorsque j'ai rassemblé des informations autour des différentes régions qui ont en charge les lycées, finalement on se rend compte que la méthodologie qui paraît banale pour nous, professionnels de la lumière, n'est pas complètement intégrée dans les collectivités. Et la méthodologie est très importante dans la compréhension et dans la conduite d'un projet de qualité. Donc on en a parlé hier après-midi avec les concepteurs lumière. Il n'y a pas que la quantité, mais il y a aussi la qualité de la lumière qu'il va falloir travailler dans les projets. Et donc là, on rassemble différentes étapes qui sont assez classiques, mais qui ne sont pas toujours respectées, notamment dans les rénovations. Pourquoi dans les rénovations? Parce qu'on a tendance à faire du 1 pour 1, de remplacer l'éclairage existant par la LED, la révolution LED, et ce n'est pas seulement ça, de faire un projet d'éclairage, notamment en rénovation. Donc on a différentes étapes. Vous avez affiché l'étape 1, l'évaluation du besoin, qui est certainement la plus importante pour créer ce qu'on appelle un programme. L'étape 2, c'est l'étude d'éclairage, l'analyse du coût global, qui n'est jamais faite, ou presque jamais faite. Et enfin, la dépose, le recyclage de l'existant, on en a parlé tout à l'heure avec Nicolas, l'installation, la mise en service, les réglages, et effectivement la vérification des résultats. Donc ça, c'est des étapes qui peuvent paraître banales, mais qui ne sont pas toujours respectées. Donc la première des choses, c'est l'évaluation des besoins, c'est de connaître qu'est-ce qui compose un lycée. On voit que finalement, on a des activités très diverses et variées. On n'a pas que des salles d'enseignement. Et même lorsqu'on a des salles de classe, des salles d'enseignement, elles ne sont pas toutes classiques. Elles ont toutes des activités qui peuvent être différentes. Et donc avoir des besoins en éclairage à différencier et à identifier. Donc la première des choses, c'est de regarder les activités auxquelles on fait face, regarder effectivement l'architecture du bâtiment, puisque l'éclairage naturel, on en a parlé tout à l'heure, est très important dans ces apports-là, et évidemment en fonction du lieu géographique, l'influence sur la durée d'allumage et donc la consommation qui intervient. Si vous habitez comme moi à Pau ou ici à Strasbourg, on n'a pas du tout les mêmes apports de lumière naturelle. L'étape suivante, c'est de recenser finalement toutes les exigences réglementaires et normatives. Vous le voyez, bon, c'est un tableau que vous connaissez, qu'a publié l'ADEME avec l'AFE. Elles sont nombreuses et variées. Le bâtiment a toujours une complexité forte avec toutes ces réglementations qui sont additionnées. Il y en a peut-être deux à retenir pour nous en matière d'éclairage, la 12464-1 et la 1593. L'une, évidemment, pour parler de tout ce qui compose la qualité de la lumière, et l'autre pour les performances énergétiques qui vont composer la lumière. Donc la durée d'allumage, etc., son pilotage. Donc, si on devait s'arrêter essentiellement sur deux normes, qui ne sont pas d'application obligatoire, mais qui sont quand même bien conseillées, qui sont les règles de l'art, la 12464-1 et la 1593. Autre exigence réglementaire et normative, on en a parlé, la loi Elan, le décret tertiaire. Évidemment, on a des enjeux en termes de performance énergétique qui sont très forts. Donc d'ici 2030, moins 40% de consommation d'énergie finale dans nos bâtiments. Et là-dessus, la lumière a sa part à porter et a vraiment un intérêt majeur, puisque au-delà d'être une économie d'énergie, c'est particulièrement intéressant d'avoir un projet d'éclairage qui peut aussi se désolidariser d'autres rénovations globales. Parfois, on est obligé de faire des rénovations globales sur les bâtiments, mais parfois, nous pouvons aussi, via certaines thématiques, viser, par exemple, dans les collectivités, la rénovation de plusieurs gymnases et ne refaire que l'éclairage de tous les gymnases, et sans pouvoir, pour autant, refaire l'ensemble du bâtiment. Donc, la loi Elan à ne pas oublier en filigrane. Et enfin, les exigences énergétiques qui viennent composer tout ce qu'on appelle, nous, le pilotage dans la détection de lumière du jour,
dans la détection de présence, tous ces équipements qui aujourd'hui sont bien maîtrisés en matière d'éclairage et qui peuvent être facilement intégrés et qui, je l'espère, devraient être automatiques aujourd'hui dans nos projets. Donc là, on a balayé, on va dire, toute l'évaluation du besoin et ce qui peut permettre de composer le programme. Maintenant, on va fixer des objectifs pour monter ce projet. On est dans un lycée, donc c'est d'abord bien éclairé dans une salle d'enseignement, c'est apporter aux élèves l'efficacité et le confort visuel en fonction de leur activité. Donc vous avez vu tout à l'heure qu'on avait une composition variée finalement dans un lycée, on n'avait pas que des salles d'enseignement. Protéger leur capital visuel, adapter la température de couleur et l'intensité lumineuse en fonction de l'activité et ou de la période de la journée. On vient de le voir à l'instant avec le HCL, ou comme le dirait le CIE, l'éclairage intégratif, si j'ai bien retenu le terme, mais aussi des choses importantes qu'on oublie de peut-être évaluer dans un coût global, c'est la suppression de la maintenance préventive et corrective. Je peux vous assurer que dans les écoles, dans les lycées, sur de l'éclairage fonctionnel, nous n'avons plus aucune maintenance sur les éclairages. Lorsque nous posons un éclairage LED aujourd'hui, nous le posons pour environ 20 à 30 ans, vu les durées d'éclairage, vu les durées d'allumage dans ces locaux. Donc, un enjeu très important à prendre dès aujourd'hui. La réduction importante de la consommation énergétique, vous le savez, en éclairage, on divise facilement par 4 la consommation d'énergie. Quand on fait la référence avec du T8 ferromagnétique et aujourd'hui de la LED, si en plus vous prenez de la LED pilotée détection de présence et de lumière, nous avons, nous, des chiffres à peau sur les salles de classe de primaire où on fait moins 95% de consommation mesurée, voilà, sur une année. Et enfin, la modularité, puisqu'on parle aussi d'éclairage connecté et qu'on a des locaux qui bougent, qui changent d'activité, et ça peut nous permettre aussi d'avoir une certaine modularité, de pouvoir piloter ces éclairages en fonction des activités qui peuvent être modifiées au fil du temps, ou même qui peuvent être variées dans une même salle de classe, où par moment vous aurez besoin d'une noire salle, ou d'autres moments vous aurez besoin de plus d'intensité. Le programme technique qu'on va décrire finalement au-delà de ces objectifs, effectivement, il y a eu 2 versions ce week-end, sur ce congrès. J'ai entendu hier après-midi que le lumen par watt, c'était plus la course au lumen par watt. Et j'ai entendu Nicolas ce matin qui a quand même remis à l'ordre du jour le lumen par watt. Le lumen par watt, il est important pour nous parce que le lumen par watt, pour nous, il est pour 20 à 30 ans, comme je vous le disais. Et donc, on a un petit référentiel qui nous apporte quelques subsides financiers, c'est les certificats d'économie d'énergie. Et il ne faut pas les mettre de côté. Donc, on va souvent chercher dans le fonctionnel des luminaires qui ont un rendement supérieur à 120 lumens par watt. Et la puissance installée reste la puissance installée, elle ne bouge jamais. C'est bien le pilotage après qui fera la différence, mais dès le point de départ, si vous avez une puissance installée qui est plus performante, vous serez plus performant quoi qu'il arrive, quel que soit votre pilotage. Donc le lumen par watt, oui, ce n'est plus la course, mais nous cherchons quand même des éclairages performants à ce sujet. L'utilisation du référentiel, évidemment, 12464-1, pour toute la qualité de la lumière qu'on veut apporter à ces espaces-là, mais également un aspect qui est pas souvent développé, mais qui est d'ailleurs très peu pratiqué en France, beaucoup moins que dans d'autres pays, l'éclairage direct et indirect. On est très éclairage 600-600 encastré dans nos faux plafonds habituels en France. Et l'éclairage direct et indirect apporte quand même des solutions qualitatives en termes de contraste visuel qui sont nettement améliorées, qu'il ne faut pas ignorer. Et enfin, l'étude d'éclairage obligatoire, même si on est dans la rénovation, nous imposons des études d'éclairage dans tous nos projets parce que les photométries des luminaires d'aujourd'hui ne sont plus celles d'il y a 20 ans ou 30 ans, voire 40 ans, et encore moins les besoins d'aujourd'hui ne sont pas forcément ceux d'hier. Donc de bien réidentifier, de bien rétablir l'évaluation des besoins et de le transférer sur une analyse technique et via une étude, alors Dialux-Evo ou autre, peu importe vos pratiques, mais en tout cas que ce soit bien identifié et qu'on puisse correctement dimensionner les installations. Et enfin, l'analyse en coût global, qui est souvent mis un petit peu de côté, j'en reparlerai tout à l'heure sur les financements, mais l'analyse en coût global, notamment pour les collectivités, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'on a un fonctionnement de budget
qui est liée dans deux entités, une en fonctionnement, une en investissement, et on n'a de l'investissement que si on baisse les coûts de fonctionnement. Et les coûts de fonctionnement, c'est l'énergie, notamment, c'est les salaires également, mais c'est l'énergie. Et si on veut baisser nos coûts de fonctionnement et qu'on puisse investir derrière, il va falloir travailler en coût global et imaginer que nos investissements dans les collectivités sont aussi fortement remboursés de la TVA. Et ça, on oublie de le faire face dans nos calculs. On a le fonds de compensation de la TVA qui nous permet de récupérer 15% des 20% de la TVA. Donc ça aussi, tout professionnel averti doit savoir ces choses-là pour faire une analyse en coût global, pour prescrire les meilleurs produits, pour produire les meilleurs produits et la meilleure qualité derrière d'éclairage qui sera rendu. Et ne pas faire des arbitrages, comme on l'a dit, avec le moins de 10 ans, parfois qui se limitent au calcul du coût d'investissement, mais pas forcément avec tous les coûts annexes derrière. Dans le programme technique, il y a évidemment le pilotage qu'il faut intégrer. Dans le tertiaire, ça devient, j'espère, automatique. En tout cas, nous, ça l'est à Pau. Il y a toujours de la détection de présence à un minimum sur des locaux intermittents et sur des circulations et sur des sanitaires. On a évidemment dans les salles plus couramment utilisées de l'allumage et extinction automatique, mais également de la gradation automatique en fonction des apports de lumière naturelle. Ça, c'est le minimum qu'on peut demander aujourd'hui dans un projet LED, surtout dans le tertiaire, qui paraît assez simple à faire et assez intégrable facilement, que ce soit dans les luminaires, en dehors des luminaires. Vous avez toutes sortes de produits là-dessus qui sont très ouverts avec le protocole DALI, avec d'autres protocoles. C'est des économies faciles à faire qui ne vont pas coûter plus cher, notamment à l'installation et même en rénovation, où parfois on nous dit oui, mais il y a déjà un interrupteur. Non, ça ne coûte pas vraiment plus cher et ça se rembourse beaucoup plus vite en termes de consommation. Les petits plus. Alors le premier petit plus, on en a parlé juste avant, l'éclairage intégratif, je vais utiliser les bons termes. Dans les écoles, ça permet de soutenir et structurer les activités d'apprentissage, de communiquer avec l'éclairage, d'impliquer les élèves étudiants également, d'influencer le niveau d'activité et le comportement des élèves, créer des atmosphères, adapter l'ambiance aux activités, et prendre en charge les tâches visuelles et apporter le meilleur confort visuel. Donc tout ça, on l'a vu tout à l'heure, je ne vais pas répéter et recentrer le débat, mais notamment dans les locaux d'enseignement, ça prend toute sa valeur. Ça a été d'ailleurs prouvé par une étude qui a été publiée par l'AFE et Lux. Le petit plus numéro 2, c'est l'éclairage connecté. Qu'est-ce que l'éclairage connecté? On l'a également parlé dans la présentation de François, mais également de M. Reynaud. On peut gérer nos espaces et collecter toutes les données qui peuvent être nécessaires. On l'a vu, ça peut permettre de rentabiliser des grands espaces, notamment parisiens, où le mètre carré est très cher. On voit qu'on va optimiser l'occupation des espaces. On va pouvoir collecter la donnée aussi, par exemple, quand vous avez une société qui vient faire le ménage, qui va faire le ménage que sur les salles qui ont été utilisées. Vous allez avoir des tas d'applications qui vont permettre d'intégrer également tous les IoT, tous les objets connectés qui vont être nécessaires. Et généralement, dans nos bâtiments, nous avons des gestions techniques centralisées, ce qu'on appelle des GTC, des GTB, qui sont très complexes, où on a beaucoup de câbles à amener. On amène un câble pour le détecteur incendie, on amène un câble pour la sonde thermique, pour le capteur de présence. Et aujourd'hui, à travers l'éclairage qui est dans toutes les pièces, qui est obligatoire dans toutes les pièces quand même, va pouvoir transporter toutes ces données via un seul câble, va pouvoir limiter tous les interfaçages et développer un peu plus d'interopérabilité avec tous ces usages. Donc la gestion, ne serait-ce que du bâtiment lui-même, et sans parler de smart grid au-delà du bâtiment dans un territoire, a déjà sa part intéressée à travers l'éclairage connecté. Donc ça, c'est des choses qu'on peut dès aujourd'hui intégrer dans nos projets. Et c'est les petits plus, les deux petits plus que j'ai rajoutés, qui peuvent faire partie d'un projet dès aujourd'hui, parce que comme je vous le disais, l'intérêt dans les tertiaires, c'est qu'on a des durées d'allumage qui sont relativement faibles, vu le taux d'occupation, et que quand on pose ces éclairages-là, les projets qu'on fait aujourd'hui, on les fait pour 20, 30 ans. Voilà. On a vu ces petites images, François les a montrées tout à l'heure. Les financements.
Alors les financements, c'est toujours le débat avec les collectivités. On en a parlé hier encore avec les moins de 10 ans. On fait souvent face à une note technique faible et le prix qui prend le devant. Pour autant, il y a quand même des réflexions à mener et des possibilités qui sont intéressantes. La première, on en a parlé tout à l'heure, c'est déjà de prescrire des luminaires qui rentrent dans la fiche C2E ou dans les fiches C2E, qui permettent d'aller chercher un petit pourcentage de subvention. On a les crédits de France Relance, bon, c'est déjà bien entamé pour ceux qui ont pu y participer. Vous avez aussi la FNCCR, la Fédération nationale des concédants et des concessionnaires, qui a fait plusieurs appels d'offres, appels à projets pour financer la rénovation énergétique des bâtiments et continue à en faire. Donc vous avez plusieurs appels à projets selon la typologie du bâtiment, donc c'est acté. Et enfin la présentation au coût global dont je vous parlais tout à l'heure, qui est hyper importante. Un petit focus sur l'e-tracting qui maintenant est connu depuis plusieurs années, qui est porté en France par la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts et consignations, et qui n'est pas très reproduit. En tout cas on n'en voit pas les prémices en France, un petit peu dans les universités, mais pas beaucoup dans les autres collectivités. L'idée, c'est, via un fonds d'investissement, de financer ces rénovations, et ces rénovations, par un cercle vertueux, vont refinancer, les économies d'énergie vont refinancer cette enveloppe financière. Et donc c'est un cercle vertueux, cette enveloppe grossit, et au fur et à mesure, vous allez pouvoir investir à travers ce fonds via vos économies d'énergie. Donc ça veut dire que c'est en réalité, sauf au point de départ, vos économies d'énergie qui vont financer vos rénovations. C'est un processus qui est assez facile, qui est mis en place aussi par la Banque des Territoires, que vous pourrez produire directement dans vos collectivités, mais aussi à travers la Banque des Territoires, qui propose un produit de prêt qui est remboursé au rythme en fait des économies d'énergie, et qui va permettre justement de les financer réellement sur la base de votre budget constant. Et au-delà d'un budget constant, en réalité, c'est que vous baissez votre fonctionnement, vous augmentez vos investissements, et c'est beaucoup plus vertueux pour une collectivité, en tout cas de notre point de vue. Voilà. La présentation au coût global, j'y reviens pas dessus. La maintenance, l'installation, le recyclage, il faut tout intégrer dedans. La consommation, évidemment. Et vous verrez que le retour sur investissement de l'éclairage dans le tertiaire est assez rapide et inférieur à un mandat électif, ce qui est notre guerre quotidienne pour prouver à nos décideurs que c'est possible. Et je voulais finir par ce message positif, parce que j'entends beaucoup dans les métiers du bâtiment la complexité actuelle avec les problèmes d'approvisionnement, les problèmes de crise sanitaire, les problèmes de personnel à trouver en RH, la complexité des normes, des réglementations. On est dans un univers qui est complexe, ok, mais justement c'est le moment d'être positif, d'avoir un peu d'esprit créatif, d'avoir une collaboration, ce qui voit le jour de plus en plus à travers nos crises successives. Finalement, quand on est en crise, c'est là qu'on mutualise nos efforts. Et voilà, je tenais à vous livrer ce message. Je vous remercie.